Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va finir la préparation de notre installation pour pouvoir développer, bien que on a vu, hein, on peut commencer à s'amuser un peu avec le PHP, ne serait-ce qu'au sein même du clone qu'on aura fait sur le fork de site test du membre C57. Alors, je rappelle, hein, pour faire un clone, il est impératif que soit vous n'ayez pas le dossier site test déjà téléchargé dans votre htdocs, soit vous le renommez, soit vous le supprimez, en veillant bien évidemment au cas où vous avez programmé des trucs que vous voudriez garder, d'en faire une copie, c'est-à-dire de choisir l'option de le renommer. Donc, de toute façon, si vous faites un fork et que vous l'avez déjà, le site GitHub, GitLab vous dira que vous ne pouvez pas procéder, tout simplement. Alors, pour finir la préparation de notre PC et puis commencer véritablement à travailler, je vous en ai déjà parlé un petit peu, Puga, eh bien on va voir un peu ce qu'il en est. Dans un premier temps, quand on arrive, le matin, le soir, ça dépend à quelle heure on se met à bosser, et qu'on arrive dans son Kubuntu, on peut voir ce genre de choses. Ici, un bouton bleu, ce sont des mises à jour. Veillez à les faire parce que véritablement, elles corrigent des bugs, etc. Deux solutions pour cela. La première, c'est de cliquer ici et de faire les mises à jour. Et la deuxième, celle que moi je vais choisir, eh bien, c'est de prendre la console. Et puis ici, alors, CTRL R, ça permet de commencer à taper une commande qu'on a déjà tapée. Par exemple, ici, on a déjà fait sudo. Oui, la dernière fois qu'on l'a fait, c'est pour démarrer notre serveur local. Mais nous, ce qu'on a déjà fait surtout, c'est sudo apt get update. Vous voyez, eh bien, il nous sort celle-là. Je m'arrête ici, il me l'a déjà sorti. Hop, je vais à la fin, la touche fin pour aller à la fin de la ligne. Et puis moi, c'est update. Pas un G, update. Sudo apt update. 1, 2, 3. Enfin, le code qui va bien, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va vraiment un truc sans sécurité parce qu'on est encore là avec que des choses publiques et sans confidentialité. On remonte avec la flèche en l'air pour venir faire le petit upgrade. Il va certainement nous demander confirmation. Ici en français, donc O, ça suffit, entrée. Et tac, il fait les mises à jour. Oh, il n'y en avait pas trop, donc ça va assez vite. Voilà, 50%, 7 secondes, ça va. Voilà, par contre, on voit que ça bouge énormément derrière, hein, les développeurs de Linux, Ubuntu, etc. Puisque tous les jours quasi, vous verrez que vous avez cette petite manip à faire. Si ce n'est tous les jours, assez 2-3 fois dans la semaine, ça c'est certain au minimum. Bon, ceci dit, on voit bien, hein, ça prend quelques secondes, et puis ça permet d'avoir un truc qui évolue constamment. Donc ça, c'est la première des choses. On se dit, tiens, je vais travailler et je vais lancer donc pour cela le Visual Studio Code, notre éditeur pour coder. Hein, je rappelle que Sublime Text est aussi un éditeur, mais nous, on se le réserve juste pour aller définir des virtual hosts principalement, c'est-à-dire qu'on va trouver là les virtual hosts. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il n'y a pas Puga. Comme je viens de l'allumer, ben, j'en profite pour le rajouter. Ça sera fait. 001, tabulation en minuscule, s'il vous plaît. Puga, voilà. Et là, je suis allé un peu vite, donc j'ai fait n'importe quoi. Voilà, 127.0.1. On le rajoute ici. CTRL S pour le sauvegarder, mais comme c'est un fichier sensible, il nous demande là encore le petit code. D'où l'intérêt de le choisir vraiment facile à taper. Et puis, bah, Puga, on va aussi, pendant qu'on est dedans, du coup, ce sera toujours ça d'avancer. CTRL C, je copie le bloc. Hein, CTRL V, il y a aussi un raccourci pour faire la copie, mais je sais jamais, comme ça change d'un éditeur à l'autre. Alors, il y a aussi des trucs. Alors là, par contre, je clique devant mon site test. Comme il faut le changer ici, et je crois que c'est CTRL. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est Alt. Voilà. Et là, regardez, Puga, puisque c'est le nom, puis on le mettra dans la racine, on fera notre clone ici. Et donc comme ça, CTRL S, là aussi certainement le code, en effet. Et voilà, donc comme ça, notre virtual host Puga est déjà prêt. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que si ici je fais... Alors, vous voyez, la console, il a certainement fini ou c'est sur le point de finir. 79%. Donc non, il n'a pas encore tout à fait fini. Je vais fermer le Sublime Text, on n'en a plus besoin. Voilà. Voilà. Et ici, je vais lancer OPT pour démarrer
Alors je fais flèche en l'air, ça va, c'est le dernier qu'on a tapé ici. Le code qui va bien, décidément ce code, il faut vraiment le choisir facile, vous voyez, c'est comme ça va vite. Je démarre le serveur. Alors restart c'est bien parce que comme ça, si je dois l'arrêter et le redémarrer, ça marche aussi. Puis là, ça nous dit juste qu'il ne tournait pas. On veut le redémarrer, mais pour redémarrer quelque chose, il faut qu'il soit démarré. Là, c'est pas le cas, il nous dit not running. Par contre, après, il le démarre bien. Et là, très logiquement, alors soit j'ouvre mon Chrome ici, soit je vais sur Go Live. Et c'est toujours mieux Go Live, en tous les cas à ce stade-là de mise en place de nos outils, parce que d'une part, il ouvre le navigateur, mais d'autre part, il met en route le live server qui nous permet tout simplement, donc je ferme cette fenêtre, elle ne sert à rien, j'actualise une première fois même s'il n'y a rien à actualiser, juste pour vérifier que ça y est, tout est bien opérationnel. Un petit 1, 2, 3, boum, et sur la droite, on voit que le 1, 2, 3 est venu. Systématiquement, moi j'ai un petit décalage, alors bon, c'est pas grave, on le positionne à la main, voilà, et là on est pas mal du tout. Ici, soit je réduis celle-là, soit j'agrandis celle-là, comme elle est vraiment pas grande, voilà, nickel chrome. On a bien nos deux fenêtres super bien positionnées. Bon, j'enlève le... Vous voyez, j'ai une modification qui me dit... D'ailleurs, si je clique là, hop, c'est test.php, effectivement, c'est là où on a rajouté 1, 2, 3. Bon, je reviens dans la présentation des fichiers par défaut, et puis j'enlève mon 1, 2, 3, et automatiquement sur la gauche, là, le 1, boum, il disparaît, le temps qui s'en aperçoive, on va dire. Voilà, là on est vraiment opérationnel, si on veut faire un petit PHP, hop, on ouvre les balises PHP, du moins, oui, on ouvre et on ne fermera pas, ce n'est pas nécessaire, sauf si derrière il y a encore du HTML. Je suis du PHP. Voilà, hop, sur la droite, on va voir, écho, je suis du PHP. Bon, on le sait, ça fonctionne super bien, y compris le rafraîchissement sur du code PHP. Par contre, si je regarde en bas, eh bien, je vois ici que c'est pas zéro, il n'y a pas que des zéros ici. Ça veut dire qu'il s'est passé des choses. Alors, soit je ne me pose pas de questions. Ici, je rappelle que je suis membre C57 et que le dépôt site test, dont on voit le nom ici, c'est le sien. Il est le propriétaire et fondateur et puis il sait que les mises à jour, ce sont les siennes. S'il a le moindre doute, le plus simple ici, c'est d'ouvrir un Git. Ça veut dire des choses se sont passées ailleurs, etc. Voilà, on voit bien que c'est toutes les mêmes choses. Puis en fait, non, c'est pas lui qui les a faites, c'est GC7, c'est moi, mais avec mon compte normal et mon éditeur normal et mon Glow avec les tâches réelles, etc. Bon, j'ai fait des trucs. On va voir d'ailleurs, certainement, quoi, il est probable. Oui, je sais pas, dans la page test, du coup, elle est redevenue comme ça, elle a évolué puis elle est redevenue, mais bon, on va pas chercher à comprendre. Quand on connaît l'origine. Il y a eu pas mal de modifications, pourtant il n'y a que quelques heures, mais bon, voilà, donc on voit qu'il y a tout ça. Moi je me pose pas de questions, je clique ici, il y en a 40, ah ouais, voilà, je rafraîchis, puis j'en ai marre qu'il m'affiche ça tout le temps, je lui dis ok, tu le fais, t'actualises, donc on est nettoyer l'arborescence de travail de votre dépôt avant l'extraction. Donc, bref, il n'a pas voulu. Ah oui, c'est parce qu'il considère que j'ai une modification ici. Ah oui, 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 tout simplement, j'avais passé ne serait-ce qu'une ligne. Pour lui, c'est une modification. Vous voyez, voilà, donc je l'enlève. Et je veux voir physiquement... Ben voilà, nous voilà dans une guide. Je veux voir physiquement si ça va bouger des choses ici. Donc, j'actualise en cliquant simplement sur le petit symbole... recyclage ou je sais pas quoi, et effectivement on voit bien que ça a bougé et que GR code 7 là, GR code 7, GC7, voilà, il a fait des choses. Alors, on est dans la branche master, on le sait, nous on veut absolument travailler maintenant dans la jambe dev, donc on va passer sur la jambe dev et pas GC7, puisque dans ma tête, GC7 c'est moi perso, mon vrai compte, etc. Puis dev, c'est la jambe dev du projet, et comme on est dans le compte de membre C57, c'est la jambe dev sur laquelle doit travailler membre C57. Donc on fait un, voilà, de toute façon, il y a exactement la même chose, on voit bien qu'ici, il y a exactement la même chose. Alors, dans le rafraîchissement, c'est vrai que la toute première fois, ça rafraîchit pas forcément le CSS. Et là, j'ai certainement pas laissé ça comme ça. On voit bien que c'est pas trop nickel le bas de caisse. Alors on fait un petit CTRL, on clique dans le navigateur, n'importe où, pas sur un lien, et on fait CTRL F5 et ça force
le rafraîchissement du navigateur en omettant son cache. Et là, on voit bien que ce que j'appelle le bas de caisse, ça c'est le footer, il est plus clean. La date, tout ça, on avait vu dans la vidéo d'avant. Par contre, il a dû se passer des choses ici. On va voir l'accueil. Et effectivement, voilà, l'accueil, on voit effectivement que des choses ont changé dans l'accueil. Alors, juste pour info, on va donc dans le fichier accueil. Hein, ça c'est, voilà, on commence à venir jouer avec du code. Et là, on voit, on le sait, ici, on a du PHP. D'ailleurs, on est déjà en PHP, écho, entrée, OOO. Juste pour voir, boum, ça fonctionne impeccable. On a bien 3 petits OO qui sont apparus ici, c'est-à-dire après un exemple de quelque chose que c'est marqué ici, et puis du Java. Alors c'est du JavaScript. Nous, on a quoi comme langage à étudier? Du HTML pour savoir faire les paragraphes, les trucs, etc. Bref, le code source, afficher le code source de la page. Et effectivement, tout ça, c'est le HTML. D'ailleurs, c'est marqué HTML, l'entête du document, où on va définir le titre du document. Le titre, là, site test, c'est ce qu'on voit dans les onglets. OK? Les meta-charset pour UTF-8 ne pas avoir de problème avec les accents, etc. Les réglages de compatibilité avec les différents navigateurs, les réglages de compatibilité avec les différents outils visuels, smartphone, tablette, etc. On va chercher du CSS, alors un ou plusieurs. Donc les codes CSS, voilà, puis à la fin du document, on peut avoir ici, comme c'est le cas là, du script JavaScript qui doit être fait impérativement avant le reste. C'est le cas pour ce petit bout de code qui nous permet en fait tout simplement d'avoir une fonction qui fera en sorte que quel que soit l'endroit où on l'appellera, elle attendra avant de s'exécuter que le JavaScript, le jQuery, qui est une librairie JavaScript dont on sert ici, qui est téléchargée à la fin du document, par ici. Voilà, ici on va voir jQuery, elle est chargée vraiment à la fin parce que c'est comme ça que c'est recommandé pour que le chargement de la page soit plus rapide. Et bien ce petit bout de code, là-haut, ici, ce script JavaScript, dit au document que la fonction qui s'appelle JQ, comme jQuery, hein, ne s'exécutera qu'à partir du moment où toute la page aurait été téléchargée, qu'il y aura donc les balises, etc. Par exemple, ici, on voit qu'on a un span, une zone en ligne dont l'idée est test dynamique. Et plus bas, on voit qu'on a une fonction. L'intérêt, c'est de pouvoir écrire la fonction vraiment près. Ce qui est recommandé, c'est quand même de décentraliser du document le jQuery, mais en fait, pour un petit truc comme ça, ça va bien. Eh bien, cette fonction JQ, elle est là. Et puis, dedans, on insère ce qu'on veut. Par exemple, ici, test din, eh bien, ça prendra la valeur test dynamique. Ça veut dire que quand on charge la page, ça, ce n'est pas chargé, mais ça va tellement vite. Regardez, j'actualise. Je ne sais pas si on aura le temps d'y voir. Ben non, on n'a même pas le temps d'y voir. C'est tellement rapide. Voilà, le texte dynamique, il arrive de suite. Hein. Ça se joue en microsecondes. Voilà. Et donc, pour revenir au code source, donc après le chargement de ce truc un peu spécial, puis l'objectif de la démo ici, et ben on a le code HTML, les navs, les UL, les li, etc., dont on a déjà aperçu à travers les vidéos des petits... bon, le HTML, je ne sais pas si c'est 20, 30 ou allez, 40 balises, mais je vais fermer la fenêtre, il commence à faire frais, mais c'est, je dirais, environ une dizaine d'heures et on en a fait le tour. Hein. Bien évidemment, optez pour la dernière version, ce qu'on appelle le HTML5 avec les aside, les sections, etc. Même si on s'autorise beaucoup de largesse à ce niveau-là, hein, mais si on le veut, on va tester, afficher le code source de la page. Je ne pense pas qu'on soit trop mauvais. Je prends CTRL-A, CTRL-C, je prends tout le code source de la page et on va chercher ce qu'on appelle le W3C. Alors bon, je ne le connais pas par cœur, mais donc je ne connais pas l'URL, je dirais, mais c'est l'organisme qui vérifie, qui permet de vérifier le code internet. Alors, il a bien évolué le site. Donc on va pas faire comme ça. Vérifier HTML source. Parce que peut-être il y a voilà, c'est ce qu'ils appellent le validateur. Il fallait
préfixer, mettre un sous-domaine validateur. Et là, ben, tiens, on peut donner l'URL, mais comme on n'est pas en ligne, nous on est en local, on va plutôt faire un direct input. CTRL-V, on va coller tout notre code source là, ça n'a pas changé depuis des années. On fait check. Et puis là, ben, on voit que dans notre code source, euh, on a que 2 erreurs, hein, faut pas croire, mais peut-être que si vous faites un truc, vous voyez, il y en a 50 des erreurs. Et apparemment, on a 2 erreurs qui concernent le même endroit. Il nous dit qu'on démarre la balise body alors qu'elle est déjà ouverte. Ah, bon, ça c'est vraiment pas cool, hein. En gros, j'ai pas fait gaffe, mais ben, non, on l'a plus. Afficher le code source, alors ça quand même c'est grossier. C'est presque vulgaire, diraient les puristes, mais on a 2 bodies. Alors, CTRL F body, parce qu'il y a quand même du code. On en a un là, donc ligne 91, 91. Ben, moi, j'en vois qu'un. Où est-ce qu'il envoie 2, lui? Bon, bah écoutez, on va pas passer 2 heures là-dessus. Moi, je n'en vois qu'un. J'ai le body qui ouvre et le body qui ferme. Et le document body, il est bien au sein de tout ça. Attendez, il y a peut-être un souci quand même, parce qu'effectivement, il est là, le body, c'est bien, mais il ne devrait pas être là, parce qu'on a la barre de navigation ici. Et donc, ah oui, et donc, par contre, il n'y est pas, il dit il y en a 2, mais en fait, non, il n'y en a pas 2, parce qu'on a notre fonction, le body aurait dû démarrer div class mon titre. Accueil, exemple de page d'accueil, donc c'est le titre, c'est ce qu'on voit ici. Ok, donc il y a bien un petit souci à ce niveau-là. Alors bon, vu comme sont faites les choses, on a quand même une sorte de template ici. Et on va aller voir la page. La page qui est le template global de la page. On a ici quelque chose qui va chercher la page, le code PHP, etc., qui le met de toute façon dans une mémoire contenu, hein, en français. Après, on va chercher le header. Bon, une fois que c'est require, include. Nous, on va faire plutôt... on peut laisser comme ça. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui rend le code bloquant. Par exemple, si je vais chercher à la place de header ici, je vais chercher itser qui n'existe pas, on voit que ça a déclaré une fatal error parce que c'est un require, c'est requis, il le faut absolument, logo au lieu de logo. Et là, ben, on voit que ça a été jusqu'à la réalisation du bas de case, du footer. Donc là, le code n'a pas été arrêté, il s'est exécuté vraiment jusqu'au bout, même si il nous manque toute la partie mon titre et la barre de navigation qui est dans logo. Alors, la partie header, elle y est, hein, c'est pour ça qu'on a le CSS, parce que si, alors je ne vais pas l'annuler, on a vu, hein, je fais CTRL diviser, CTRL SHIFT diviser dans la version sans les plugins. Là, on n'a même plus les CSS, hein, puisque tout le header, c'est cette partie de formatage du document, l'entête, etc. Voilà, là c'est juste parce que mon navigateur il s'en souvient, parce que quelqu'un qui viendrait la première fois avec un tel site n'aurait même pas ce test là-haut ni le logo. Voilà, bon, je remets en route comme c'était, je remets le logo, puis effectivement, on va aller voir ce template header. Alors, j'ai un contrôle, on clique sur header, normalement ça y va dans mon vrai truc. Mais là, c'est parce que vous vous souvenez, hein, dans l'une des toutes premières vidéos, celle où on aborde Visual Studio Code, on dit il y a plein d'extensions qui sont dans c57.fr. .fr/doc/outils, bon on va faire ça puis on aura la page outils visible. Le menu a toujours pas évolué, j'ai fait d'autres trucs, mais maintenant que vous savez modifier les sites, les dépôts, hein, vous pouvez bien évidemment vous pencher sur la question avant que je le fasse, mais peu importe, ça sera fait de toute façon. Et quand on va voir le Visual Studio Code ici, voilà, on en parle et on voit aussi donc toutes les extensions qu'il faut télécharger. Et on voit que là, hein, notre ami membre C57, bah, il a juste mis en français, effectivement, son Sublime Text Editor, fichier, modifié, section, affiché, etc. C'est bien en français. Il a le Live Server, bah oui, puisqu'on peut faire là, l'actualisation, puis c'est à peu près tout ce qu'il a. Mais il n'a pas du tout pris le temps de télécharger et ça c'est vraiment bien, il y a vraiment des trucs super, notamment vous devez entendre parler du Markdown, c'est une nouvelle façon d'éditer les documents. Ben, si on charge les extensions différentes et puis qu'on ouvre un fichier readme.txt,
qu'on a souvent hein, quand on récupère euh, un dépôt sur GitLab ou GitLab, vous voyez, comme celui-là, eh bien, ça va automatiquement diviser l'écran en deux. À gauche, on aura ce qu'on a tapé ici, puis à droite, on aura la prévisualisation du rendu du codage de Markdown. Vous voyez, ça correspond à un H1 en HTML. Ben ici, on aura un gros titre, site test. Et ça, tout ça, ça correspond quand on va dans le dépôt site test. Voilà, site test ici. Ce code-là correspond quand on arrive dans le dépôt au document qui est mis en avant. Voilà, qui est mis en avant quand on... Voilà, c'est ça. Vous voyez, dépôt pour notre site test pour la vidéo K3. Ah ben bien, j'ai changé le titre, mais je m'aperçois que j'ai pas changé pour mettre pour membre C57. Si, ici. Ah bah oui, voilà, c'est parce que... Voilà, ça c'est ce que j'ai écrit ici. Eh ben, on va en profiter pour mettre ça à jour. Hop, CTRL V, voilà. Et donc là, on aurait l'aperçu réel. Là, par contre, il s'agit d'un vraiment Shift CTRL G, c'est comme ça, c'est plus rapide. Description du dépôt. Voilà, hein, parce que ça sert aussi pour cette série 4. Et après, le site test, on l'oubliera un peu, encore que des fois, il sera peut-être pratique, on verra. Voulez-vous automatiquement mettre en attente toutes vos modifications? Alors, toujours, pour qu'il ne pose plus cette question, et Shift CTRL P, PU, S, ah, il est là, j'aurais mieux fait de cliquer sur le petit, voilà. Toujours est-il que le fait d'avoir fait ça, hein, on le sait, si je retourne dans une Git, pardon, voilà, eh bien, notre branche dev est en avance. Je move la master ici et je fais push. Et ainsi, si je reprends la page où j'ai mon dépôt et que je regarde au niveau de ce document-là, le README, CTRL F5. Voilà. Normalement, il revient au même endroit. Voilà, dépôt pour les vidéos des séries K3 et K4. Bon, ça devient un petit peu plus précis. C'était pour dire. Bon voilà, donc je rappelle qu'on a quand même aussi, j'aurais pu attendre pour faire le commit, mais c'est toujours mieux de faire un petit commit qui parle d'une chose précisément. Mais donc on le sait, on a par contre réellement un problème de HTML5, je ne l'avais pas vu, c'est en parlant, puis de fil en aiguille que je vois la chose ici. Donc ça par contre on va regarder, hein, c'est pas clean d'avoir une page qui est textuellement, sémantiquement parlant, hein, parce que c'est le vrai terme au niveau du HTML. Incorrect. Donc, hop, on clarifie un peu, on efface un peu tout ce qu'on a, puis on observe. Donc, on va chercher notre header, on va chercher notre logo, et on a notre body qui commence ici. Et ben voilà, l'erreur n'est pas compliquée, c'est effectivement, alors, tac, 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 que le body, non, lui, il est ici, l'indentation. Alors, pareil, l'indentation, là, je la fais à la main. Chez membre C57, si vous avez téléchargé tous les... Vous faites Shift CTRL P, Beautify, hop, là ça complète le mot Beautify, entrée, boum. Des fois, il faut préciser que c'est du HTML, mais toujours est-il que lui va bien classer tout ça. Alors par contre, ah oui, d'accord, je vois ce qui a suscité l'erreur, c'est sans doute la flemme ici, mais quand même, on va le faire, hein, de fermer le PHP ici, et de revenir en HTML, et de repasser en PHP ici. Voilà, ça permettait d'éviter de fermer et de revenir. Peut-être j'avais fait ça en me disant, oh, bah, c'est bon, c'est juste pour voir. Donc, on actualise, on revient ici, voilà, c'est celle-là, je ferme, hein, ça vous avez compris. Pour les, hop, CTRL F5, afficher le code source, CTRL A, CTRL C, et puis on va faire CTRL A ici chez validateur W3, CTRL V, check. Pas yes. Pas yes. Élément. Body. Il est là. Donc ça, c'est correct. Alors, élément id is missing. Of child element title. Eh bien, il est là, le title. Langue FR. Ah oui, non, 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 non. Mais oui. Ah là là, mais oui. Oh, je suis distrait. Oui, dans l'ordre, les bases, les fondements du HTML, mais c'est vrai. Dans l'ordre, effectivement, c'est on a notre id et en fait, nous,
Voilà. Donc là, notre body, il va venir là. On le met là. Voilà. Donc là, on est en PHP là-haut, donc on y reste en PHP. C'est qu'après qu'on revient en PHP pour insérer. D'ailleurs, ce serait plus logique de faire comme ça et comme ça. Voilà. En attendant d'avoir l'option toutes les extensions. Voilà. C'est, à mon avis, léger plus propre. On a Dante au niveau. Ouais, on a Dante. Alors, si on a Dante, on a Dante. Voilà, comme ça, c'est plus propre. Donc, on charge le header. On ouvre le body, qu'on fermera donc juste à la fin du document. Alors, donc là, il n'y a pas de ligne, on n'a pas mis en bas. Et après, on va chercher le cadre là-haut, hein, celui-là, ici. Oh, oh, bien joué, j'ai bougé. Voilà, excusez-moi, voilà. Voilà, et on include le template. Require, non, ça c'est du PHP. Bon, on essaye de se concentrer. Voilà, d'ailleurs, ça revient aussi, c'est nickel. Pourquoi j'ai rafraîchi, c'est automatique. OK. Afficher le code source. Boum. CTRL A, CTRL C. Et notre W3C validateur là. CTRL A, CTRL V. Check. On va y arriver. Yes. On a une page absolument nickel sur le plan de la sémantique pour le HTML. Ça veut dire quoi concrètement? Bon, c'est du test, etc. C'est un truc pour apprendre. Bon, on n'a pas à s'inquiéter à dire vrai, mais à la limite, c'est quand même assez rapide. Et là, on peut dire qu'il est super clean. Mais ça veut dire surtout et également que les choses, comme c'est un site purement local, je pense pas que quelqu'un le mette en ligne. Je pense, je me dis, tiens, si je mettais au moins un subdomaine sitetest.c57.fr, on pourrait le goûter avant, mais il a d'intérêt que si on a le contrôle sur le code. Donc en fait que pour vous qui installez les outils dont on parle ici, Visual Studio Code, etc. Donc peu d'intérêt de le mettre en ligne, mais s'il était en ligne et qu'il avait une véritable raison de l'être, les navigateurs comprendraient mieux son contenu, etc. Il serait mieux référencé, enfin tout serait mieux. Voilà, bon, donc là par contre alors, si vous voyez ça dans mes commits, hein, on a corrigé un bug. Alors des fois je mets mais quand on fixe une correction, c'est une correction d'orthographe, un truc comme ça, mais quand on règle un problème, là c'est un problème technique, on fixe le problème. Tout fixe en anglais, bon, les commits sont un peu anglo-franco. Donc fixe quoi? Fixe structure hiérarchique, mais je ne vais pas mettre ça, hein, juste HTML5. Fixe structure par rapport, alors ça c'est le symbole par rapport W3C. Voilà, commit, boum, voilà, et là, boum, on push. Moi j'aime bien avec là on voit bien ce qu'on fait, hop, le master aussi, comme ça si quelqu'un télécharge le projet il n'a pas à s'inquiéter. Voilà, ok, donc voilà. Donc ça c'est correct, et puis au passage, donc on voit que ça évolue. C'est toujours des petits trucs bien à savoir. Alors, voilà pour une première chose. Donc, on a vu notre Kubuntu, quand on l'allume, des fois, il faut faire une mise à jour. C'est pas tout le temps. Et quand on retourne dans le projet dans lequel on travaille, eh bien, on peut observer que peut-être il y a eu une intervention une évolution par le vrai propriétaire du projet. Et que donc, ici, ça nous indique qu'il faille mettre à jour. Bon, voilà, il y a 10 000 façons de faire, hein. Je vous en montre une, mais en réalité, on a Git Kraken qui est là, on fait clic-clic sur la branche et boum, il nous dit, voulez-vous que vos fichiers locaux soient ceux-là? On dit ok, boum, et ça fait la même chose. Tout ça, c'est des outils différents. Puis, il y a de toute façon toujours la ligne de commande, hein, en dernier recours. Voilà donc tout ça. Alors, avant de conclure, hein, sur la mise en place des documents, il y a quand même une petite chose sur laquelle je veux revenir. Parce que quand on va installer Poga, on va y être confronté, et puis peut-être que si vous essayez des trucs par-ci par-là, eh bien vous avez été confronté au problème. Et ça peut être un vrai problème. Si vous faites PHP-V, eh bien il vous dit que vous n'avez pas de PHP. Or, on le sait qu'on a PHP. La preuve, on fait du code PHP. Là, ça n'est pas vraiment, mais je crois que ça, c'est du jQuery aussi. Victor, c'est du PHP. Ben oui, on a un tableau qu'on a défini. Notre ami Victor, il est là. Voilà. Si, ah oui, tiens, je me souviens. Mais c'est pareil. Ici, il y a dans divers, il y a calcul. Alors, tac, calcul en jQuery.
C'est un peu marrant. C'est exactement le même exemple que sur la page d'entrée. Mais par contre, voilà, on calcule le sommiel, etc. Mais surtout, il y a quelque chose qui permet de dire que cette page qui a comme URL euh, page égale divers calculs en jQuery, d'accord? Eh bien, dans notre template, au niveau je ne sais plus si je l'ai mis au header ou à la fin, normalement, ça serait plutôt là la logique, encore que là, ça charge tous les fichiers JavaScript et dans ce All JavaScript, alors c'est pour ça que c'est pas un vrai framework, un framework c'est un peu la même chose, mais beaucoup mieux organisé, et puis du coup, malgré que ça soit plus complexe, il y a encore plus de découpage dans les choses. Voilà, c'est ici. Mais on s'y trouve plus vite que là finalement. Mais bon, pour s'initier, une mini-structure, c'est vraiment une mini-structure MVC, il n'y a pas de modèle, mais il y a des vues et des contrôleurs. Ça permet quand même de commencer à s'organiser. Et toujours est-il ici qu'on lui dit que s'il existe un paramètre page dans l'URL, dans le get, eh bien, et que cette page c'est celle-là, alors on va charger les calculs JS. Parce que calcul JS, c'est ce qui calcule des choses comme le sommiel. Alors le sommiel d'un chiffre, c'est ce chiffre, plus le chiffre d'avant, plus le chiffre d'avant, etc., jusqu'au plus 0. Ou plus 1, parce qu'après plus 0, c'est même pas la peine. Ça, c'est le sommiel. Par exemple, sommiel de 3. Si ici, je lui mets, allez, 3, on va faire 4 quand même, on n'est pas fainéant. 4 plus 3, 7, plus 2, 9, plus 1, 10. Voilà, sommiel de 3. J'actualise. Voilà, voilà. Oui, j'ai appelé la variable facto-sommiel parce que c'est la même qui nous sert à faire à la fois le sommiel et le factoriel. Voilà. Voilà, voilà. Alors quand on fait du JavaScript, vaut mieux faire F12, ouvrir la console là, parce que comme ça, hop, on voit effectivement tout de suite si on s'est trompé. Euh, donc celle-là, elle est modifiée, bien sûr, mais ce que je comprends pas là encore, décidément, je suis pas dans mon assiette. Ah voilà, c'est juste, je sais pas. Voilà, on a mis 4, donc 4 plus 3, on avait dit 7, plus 2, 9, plus 1, 10. Le sommiel, c'est ça. Et le factoriel, c'est la même chose, mais avec le signe multiplié. Alors 4 fois 3, 12, fois 2, 24, fois 1, 24. Et c'est 24. Et on a deux petites fonctions qui font ça. La fonction factorielle, elle est là. Alors c'est une fonction un peu particulière que j'adore d'ailleurs, ce type de fonction-là. C'est une fonction qui, au sein d'elle-même, s'appelle elle-même. Attention, il faut jouer avec prudence avec ça, mais c'est ce qu'on appelle une fonction récursive. Et puis quant au sommiel, là c'est une simple boucle qui dit que pendant, si on demande le sommiel de 3 ou de 4, tant qu'un compteur est inférieur à ça, puis on ajoute le compteur, ce qui veut dire que quand il atteindra la valeur du chiffre qu'on a donné, il s'arrêtera, puis entre-temps, il nous cumule le total. Puis c'est ça qui nous redonne à la fin. Hein. Ici, c'est stocké dans la variable t comme total. Alors c'est vrai, ici, je ne me suis pas fait flic, c'est des petits trucs, mais l'idéal ici, oula, CTRL Z. Ah, CTRL Z, ça annule. Hein. Mais il serait bon ici de dire t pour total. En fait, la bonne formule, la bonne façon de procéder, et c'est peut-être important de s'y mettre, quoi, c'est compteur. Voilà. Hein. C'est d'appeler la variable total et compteur. Hein. Voilà. Toujours est-il que ça ne change rien, on le voit bien, hein, c'est qu'un simple commentaire, que sinon il faudrait changer tout. Et puis à la fin, le texte qui vient s'afficher ici, sommiel 2, on ressort la variable précédente, ici 4, on avait mis, eh bien, égale t. Il nous ressort le total qu'il a trouvé grâce à ça. Pour la factorielle, directement on appelle la fonction factorielle. Alors factorielle, ici, alors Alt Z hein, pour passer en... Pareil, tout ça, c'est les paramètres que vous réglez une bonne fois pour tout dans les settings. Alors, hein, contrôle virgule, c'est vrai que contrôle virgule, et au niveau de l'éditeur de texte, ici, vous avez... C'est même pas dans les settings ici, quoi. C'est quand même les settings, mais ils ont fait ici des zones où on a juste à renseigner. Folding stratégie. Bon, ça s'appelle wrap, alors ça ira peut-être plus vite comme ça. Voilà, wrap.
Voilà, voir, voir. Voilà, ici. Vous faites on, ici. Voilà, tac. Voilà, on a réglé un petit truc. Et par défaut, on verra toujours l'intégralité. Je rappelle, hein, Alt Z, on ne voyait pas cette ligne-là qui affiche tout ça. Bien, donc, je remets Alt Z afin qu'on ait ce changement de ligne qui se fasse et qu'on voit tout. Et donc, on voit que pour le factoriel, eh bien, on appelle directement la fonction factorielle avec le paramètre de cette fameuse variable factosommiel. Alors, bien évidemment, hein, on peut changer le 4, maintenant qu'on a compris comment marche un sommiel et un factoriel, on met 14, boum, ça va calculer 14, ça nous dit calcul de 14 en cours. Et puis, au bout d'un certain temps, ça nous affiche le résultat. Alors, au bout d'un certain temps, eh bien ça, c'est une petite fonction, c'est du jQuery, même si le tuto, là, c'est pas sur jQuery. Néanmoins, on aborde un petit peu la chose. On voit qu'ici, on a une variable, la variable factosommiel multipliée par 500. En gros, si on demande le factosommiel, c'est-à-dire à la fois le factoriel et le sommiel d'une valeur, on va multiplier cette valeur par 500 pour avoir les millisecondes correspondantes pour le délai du calcul de ça. Et toute cette fonction, donc, c'est cette timeout qui va nous permettre de faire tout ça qu'après que le temps calculé ici se soit écoulé. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je fais un tout petit nombre, ici 4 par exemple, boum, sur la droite on voit affichage calcul de 4 en cours, boum, c'est instantané. Si je mets 14, eh bien là, ça sera un tout petit peu plus long, ça va mettre 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boum, on a le résultat. Inutile de dire, si je mets 140, ça va vite. 70, 70 minutes, etc. Vous avez compris le principe. Bon, vous pouvez vous amuser un petit peu avec ça, sachant que le but, c'est pas de faire véritablement de la programmation, ni en JavaScript, ni ici en jQuery, mais juste d'avoir un aperçu de ce qu'il est possible de faire, rien qu'avec cet équipement-là, si je puis dire. Remarquons aussi que le factoriel de 14, par exemple, il est énorme. On voit 87 milliards, 178 millions, etc. Mais on voit aussi que le site a été formaté d'une façon qui le rend très lisible. Ça, c'est fait grâce à une autre fonction, number format, qui existe en PHP, on n'a pas besoin de la programmer, mais qui reproduit le même fonctionnement que number format PHP pour du jQuery. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les 13 983 816 combinaisons du loto, hein, qui se calcule avec le factoriel de 49 divisé par le factoriel de 6, 6 numéros parmi 49, moins factoriel de 43, et ça donne ce nombre de combinaisons qui est le vrai nombre, eh bien on va le formater aussi. Le factoriel, on va le formater aussi. Bref, on aura des nombres complètement bien formatés. Voilà, pour ce petit aperçu du JavaScript et ce qu'on peut faire donc très facilement dans n'importe quelle page. Alors là, il n'y avait encore pas la fonction GQ qui existe maintenant. Donc ce qu'on peut faire ici, on va retourner dans la page d'accueil, revoir comment ça fonctionne. On écrit ça, tac, CTRL-C, puis ici on met du code de GQ, jQuery, CTRL-ALT, ah ben non, je ne suis pas dans ma version où il y a toutes les extensions, sinon on fait CTRL-ALT-F et ça formate bien, CTRL-C, alors on ne s'ennuie pas. Donc le GQ, on va le mettre ici, et plus particulièrement là, CTRL-V, et normalement, ça ne va rien changer, c'est-à-dire que ce calcul-là va se faire uniquement quand tout sera en cours. Je laisse la console parce que s'il y a la moindre erreur au niveau du code JavaScript, elle va apparaître. Exemple, j'en provoque une ici, supposons j'ai mal écrit fonction, j'ai écrit avec 2T, mon doigt glissé, eh bien automatiquement on voit une syntaxe erreur dans calcul.js en ligne 23. Si je clique ici, j'ai le détail du code qui va apparaître. Alors bon, là je suis un peu petit, donc exceptionnellement j'agrandis ma console. Dans ce cas-là, on peut la délocaliser facilement. Et je vois bien fonction factorielle ici. Bon, bref, on a eu une erreur. Alors, hop, on peut agrandir ici. Puis en fait, il y a tout le bas là qui sert à rien. On clique sur la croix ici pour la faire disparaître. Et on voit qu'ici, voilà, c'est par là la zone. Alors c'est souligné ici, mais bon, on voit bien, c'est juste avant où fonction est écrit avec 2T. On est en ligne 23. Bref, on retrouve ainsi précisément Windows flèche à droite pour repositionner grosso modo
la fenêtre où il y a le rendu du code. Je décale légèrement. Je remets ça pas si grand parce que c'est pas la peine. Et je prends la console. Comme ça, on a un affichage plus réduit et qui suffit bien. Voilà. Donc, je remets bien évidemment ceci en bon état et notre code se déroule bien. J'ai pas besoin de faire CTRL-S, etc. On le sait maintenant. Tout s'actualise automatiquement. Je ferme maintenant mes fenêtres, la console, bouton droit de la souris ici fermé. Je laisse mon navigateur, on va en avoir encore besoin. Et je quitte ça. Je reviens en fait dans la page d'accueil. Donc je veux l'avoir sous les yeux. Je suis dans la page d'accueil au niveau du script. Je veux ma page d'accueil également au niveau du rendu. On ferme le code source, l'onglet du code source, parce que on a vu qu'il est également bien clean, puisque même W3C n'y voit plus d'inconvénients, si je puis dire. Et voilà. Bon. Et donc, on observait juste avant que la commande PHP en ligne de commande ne fonctionne pas. Alors qu'on vient de le voir, on fait du PHP, on fait du jQuery, du JavaScript, tout ce qu'on veut, et que ça marche bien. Tout ça, c'est ici, c'est du PHP, là, c'est du JavaScript ou jQuery. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement quelque chose pour faire en sorte que notre ligne de commande, elle reconnaisse notre PHP. Mais qui dit PHP, dit aussi MySQL. Si je fais MySQL, ici, de la même façon, on ne peut pas se connecter, etc. Bref, ça ne marche pas. Alors, pour faire cela, on va utiliser notre Dolphin, ça sera plus facile. Et puis, on va aller dans ETC, alors à la racine, ETC. Et là, on va chercher un fichier. Alors, on prend l'ascenseur parce que c'est un grand dossier qui s'appelle bash.bashrc. Le voilà. On l'édite avec Kate, bouton droit de la souris dessus, ouvrir avec Kate. Et ici, on va simplement... Alors, on pourrait le copier, mais si vous regardez, quoique ça, il sera sans doute plus. Après, ça va être dans les pages doc. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette page. Mais en fait... alors j'ai dû y mettre dans conf, non, tiens, ça pourrait rester ici en fait. J'ai dû y mettre dans divers en attendant parce que j'étais dans une autre box, Tips Linux, voilà, c'est là. Ça nous évite de faire des fautes, etc. On vient copier, CTRL-C là. Vous retrouverez la même chose dans c57.fr/doc et quelque part là-bas. Et dans notre document bash rc, on va tout à la fin. On fait entrer pour passer une ligne. Une deuxième fois entrée, CTRL-V et on colle ce code-là. Une ligne vide, CTRL-S, il va nous demander le code. On le met, on fait OK. Et par contre, il y a besoin de relancer notre serveur. Si je fais PHP-V ici, ça ne marche pas. Donc, on va relancer notre serveur. Voilà, restart. J'ai fait la flèche en l'air pour retrouver la commande. Et cette fois, PHP-V. Toujours pas. Bon, dans ce cas-là, hop, au grand mot les grands remèdes. Alors avant de rebooter, on va quand même faire ce qui permet de démarrer automatiquement notre script, notre serveur local, parce que on en a besoin tout le temps. Shift CTRL V pour copier dans la... Voilà, on édite ce fichier-là. Alors nous, on n'a pas l'éditeur, on n'a pas Gedit. On peut prendre Nano, qui doit être inclus, voilà, il y est. Et dedans, on va coller ce code-là. CTRL-C, en fait, on fait un script bash, ça s'appelle. C'est le langage Shift CTRL-V, voilà. Je vais vérifier que j'ai bien tout. Ouais, absolument, c'est petit, donc on peut agrandir un peu cette partie-là. Et ici, on voit que write out, release, code, justify. Bon, je pense que si je fais exit, CTRL X, on voit ici, CTRL X, il va me demander, voilà, il me demande de confirmer, donc yes, voilà, file name to write, oui, je vais écrire ce fichier, je confirme, entrée. Et ensuite, on va donner, donc, on va donner à ce fichier-là, CTRL-C, je clique dans le console, Shift CTRL-V, les droits, chmod plus X, vous l'avez déjà vu, notamment quand on a installé WAMP, XAMPP, encore. Pour le manager, souvent on dit on fait comme ça pour redémarrer celui-là, restart. On fait comme ça pour redémarrer notre serveur. Mais en fait, si vous le voulez, vous pouvez appliquer un chmod plus X et dans LAMP, il y a
il y a le manager, l'application graphique pour les serveurs. Bon, attendez, je finis la manip. Voilà, on update ce fichier-là, CTRL-C. Ah, prenons bien toute la ligne, hein, du S de sudo au S de default à la fin, CTRL-C et Shift-CTRL-V. Voilà, on a fini cette manip-là. Et là, comme je vous le disais, on va faire cd opt lamp. Alors, tabulation, hein, pour compléter, ls-l, ls espace -l pour faire le listing. On voit qu'il existe un fichier qui s'appelle manager linux x64.run. Alors, on va faire un sudo, parce qu'on va changer des droits d'un sudo. Et il s'appelle donc manager, tabulation. Il veut pas sudo. Ah non, sudo chmod plus x et mana. Là, il va vouloir entrer. Peut-être il nous demande le code, peut-être pas. On voit que si je refais un ls-l, j'aurais pu faire 2 fois la flèche en l'air. On voit que ce même fichier ici, il présente les paramètres X pour les droits d'exécution, qu'on soit simple utilisateur, utilisateur dans le groupe ou le propriétaire, le root du système. Dans tous les cas de figure, il fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, de n'importe où, c'est-à-dire, tiens, je vais prendre le Dolphin et puis on va aller se promener, tiens, dans les documents, par exemple. Boum, on est là, hein, n'oubliez pas l'intérêt de Dolphin par rapport à la console, c'est qu'il suit, par exemple, si je vais dans la racine, boum, je suis dans la racine. Si je vais dans Corbeil, voyons voir, elle est propre, elle est vide, il n'y a rien dedans. Donc, on fait / opt, non, pas besoin, on fait juste... faut être root quand même, voilà, sudo / opt lamp, donc à mon avis il ne faut pas le point. Moi je ne le fais pas puisque je fais toujours la petite commande qui va bien, lamp, et maintenant mana tabulation, on peut faire ça, 1, 2, 3 comme d'habitude, et là c'est la même chose, hein, mais voilà, maintenant on a ici l'interface graphique, d'ailleurs lui il met en route le pro FTP, stop all, on fait ce qu'on veut, mais c'est graphique avec la souris. Start celui-là, start la MySQL. Voilà. Il faut attendre qu'il est stoppé pour la ressortir. Voilà. C'est un peu long. Mais bon, voilà. 50 façons de faire la même chose. Ça, on peut fermer. On ne sait encore pas si c'est opérationnel, mais ce qu'on va faire, comme on l'a vu de tout à l'heure, on n'a toujours pas ici. Alors voilà, j'ai démarré MySQL, j'ai démarré mon serveur Rapace. Si je ferme là ou si CTRL-C, je break le runtime dans la console, eh bien, ça arrête l'application Manager Linux. Ça n'empêche pas que mon serveur, il est actif. Si j'actualise ici, on voit bien que ça fonctionne. Voilà, donc là, on va faire reboot. Alors, sudo reboot. On va redémarrer la console, la box, le PC. Là, on prend un exemple d'une VirtualBox, mais si Kubuntu vous séduit, installez-le avec une clé rebootable pour l'avoir en système parallèle, auquel cas, eh bien, ça va vite. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc on a fait 2 choses. La première, c'est qu'on a normalement rendu automatiquement le démarrage automatique de notre serveur local. Donc ça doit fonctionner d'emblée. Plus besoin dans notre Visual Code Editor dans la console de mettre en route le truc. Et puis également, on doit avoir maintenant notre PHP qui fonctionne en ligne de commande. On va voir tout ça dans un instant, le temps que ça reboot. Voilà, Kubuntu, le voilà, il arrive. Alors on prend la console, celle qu'on veut bien évidemment. Par contre, pour tester que notre serveur fonctionne déjà, ben, on peut tout simplement aller voir le fichier localhost. Alors, redémarrage, peut-être suite, un peu long, mais peut-être suite au changement de fichier système qu'on vient de faire. Ou mon PC qui arrive vraiment en fin de carrière. Après ça, j'aurais tendance à dire que notre système, il est complet. Il est complet, il est vraiment opérationnel. Donc, vous pouvez commencer à jouer avec SidTest, hein, comme vous l'avez normalement déjà un peu fait suite à la fin de la vidéo précédente. Mais on va voir un autre outil qui s'appelle, un autre petit développement
qui s'appelle Puga, qui lui va vous permettre de rapidement générer, on va conclure là-dessus d'ailleurs, de pouvoir rapidement générer des pages dans lesquelles vous allez pouvoir faire développer, coder les scripts que vous voulez. Alors, il se met en goutte. Voilà, voilà. Et donc, ben, hop, on touche à rien, juste on démarre notre navigateur. Comme on était dans la page site test, alors j'ai dû mal fermer, mais pas grave, on fait site test et on voit que maintenant, directement, eh ben, ça ne marche pas. Alors, je vais refaire Visual Code Editor. Voilà. C'est vrai qu'il sature. Hein, Alors, peut-être tout simplement aussi, ça met du temps, je ne sais pas. Voilà. Non, il veut vraiment pas. Bon, pas grave. On retourne donc, j'avais mis ça, je crois, dans les vues, dans les pages divers. Ici, puis la dernière commande, j'ai pas dû la faire correctement. Hein, CTRL F5, hein, on est d'accord, ça fonctionne pas. CTRL C, Shift CTRL V. Non, 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 CTRL C, PHP-V. Voilà, en fait ça fonctionne. MySQL, le système de base de données, lui par contre ne fonctionne pas. Mais c'est normal puisque notre PHP répond en ligne de commande, mais on voit bien qu'il ne tourne pas en réel. Ça veut dire qu'il n'a pas démarré automatiquement. Donc, ouais, je crois savoir pourquoi en fait. C'est parce que j'ai pas dû mettre ça c'est bon. Attendez, ça c'est bon. Ça c'est bon, on l'a fait. Oui, c'est cette commande là. Ouais, c'est bien ça. CTRL C, Shift CTRL V et le code qui va bien. Voilà. Ok. Seulement ça c'est pour redémarrer automatiquement. On va pas faire un reboot, mais je sais que normalement là ça fonctionne. Bien sûr, dans l'idéal, il faudrait rebooter. Alors bon, là on va utiliser la bonne vieille commande. Voilà, celle-là. Voilà, il ne tournait pas effectivement. Et vérifier ce que je vous disais, que MySQL maintenant répond même en ligne de commande. Et en effet, il répond. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. Pour l'instant, si on va dans notre site test, non. Mais si on va dans notre localhost, voilà, tac, tac, ben, on peut aller dans notre Puga, on a fait déjà le virtualhost, et qu'on va ici, c'est plus facile, et qu'on met ça en grand, on peut aller dans notre système de base de données, PHP-MyAdmin, donc pour faire les bases de données, etc. C'est beaucoup plus facile. On voit qu'on a une page test ici, mais bah, elle est vide. En tout cas, il n'y a pas de table. On ne va pas faire une table, c'est pas l'objet du tuto, mais on a performance schéma dont on a accès. Information schéma plutôt. Voilà, ici, il doit y avoir des tables dedans. Voilà, il y a des tables. Par exemple, on va focaliser sur une où il y a quelques... là, il n'y a pas grand-chose. C'est bizarre, ça? Non, c'est pas normal. On va ouvrir le All Plugins, la première. Ah si, voilà, une table bien remplie, il y a plein de choses dedans. Et bien maintenant, donc comme notre ligne de commande fonctionne, ici, si je fais MySQL, j'avais pas ouvert une autre console ailleurs. Bon, si, là. Voilà, MySQL, donc on va faire use information-schéma. Alors, point virgule hein, pour fermer chaque instruction. Voilà. Et puis là, ben, show, montre-nous les tables qu'il y a dans cette... voilà, puis là, il y en a une ribambelle, on a vu, voilà, toutes les tables. Et puis nous, on a focalisé là sur All Plugins, qui a toutes ces données-là. Donc bah là, on interroge les fonctions MySQL standard, hein, select, étoile, on prend la totale, from, elle s'appelle all souligné plugins. Puis on va, comme il y en a une ribambelle, on va limiter notre résultat à 10 lignes. Allez, point virgule, entrée, boum. Et donc on a interrogé notre truc. Bien évidemment, comme il y a beaucoup de colonnes, ben voilà, ça fait un affichage un peu bizarre. On aurait pu là, exceptionnellement, chercher à optimiser complètement l'affichage ici. Je ferme ça, mais encore il y en a tellement que...
Bon, c'est un exemple. Après, on pourra travailler sur nos tables, ça sera toujours mieux. Voilà, c'est un petit peu mieux et encore, c'est tellement large, il y a tellement de colonnes. Mais on voit bien que on a nos résultats. Voilà. Bon, tout ça. Alors, exit hein, pour quitter avec le point virgule pour quitter MySQL. Alors, on voit MariaDB. MariaDB, c'est quand même du MySQL, mais c'est une version plus aboutie qui est basée complètement dessus et complètement compatible. Ce sont les mêmes commandes. Ne vous inquiétez pas si vous voyez MariaDB, c'est un petit peu mieux. Les serveurs ont MariaDB en général. Donc voilà, vous avez votre PHP et vous avez... Alors, PHP ici, ça veut dire PHP écho salut. Ça veut dire qu'on peut faire du PHP ici. Voilà, entrée, voilà. Could not open input file echo. J'ai dû oublier quelque chose. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on fait moi perso, je fais jamais du PHP en ligne de commande. Quoi que ça arrive, mais dans un script PHP, on lui dit de faire une ligne de commande avec la fonction exec. C'est encore autre chose. Voilà, bon allez, on conclut là-dessus parce qu'on pourrait rien que vérifier, s'amuser avec ces outils-là, c'est tout bon. Mais voilà, on va tâcher d'être efficace. Alors je vous ai dit, l'objectif, ça y est, nos outils, on peut dire qu'aujourd'hui, on a fini. On va finir sur une très très bonne note. Ah non, j'ai oublié quelque chose de fondamental. J'ai lu quelque part que Kubuntu avait sorti une nouvelle version. Alors, on va le faire parce que ça arrive de temps en temps que Kubuntu sort une nouvelle version. Hein. Si on fait Kubuntu comme quand on va chercher l'ISO, Kubuntu, on fait Kubuntu tout court, voilà, Kubuntu.org, c'est le premier lien, c'est le bon, et qu'on va dans Download. Nous, on a la 1804. Hein. Si on a le doute, si on ne sait plus, ici, on fait Release. R-E-L-E-A-S-E, pardon, LSB souligné underscore release moins A. Et là, il nous sort la totale, c'est-à-dire qu'on a une distribution Ubuntu qui a la version 18.04.1, LTS long term support, ça veut dire qu'elle est supportée très longtemps. Et puis son petit code, c'est Bionic. Bon, mais quand on regarde dans cette page-là, on voit qu'il y a la 18 qui n'est pas une LTS long terme. La 1804 qu'on a ici, on est tranquille jusqu'en avril 2021, alors que celle-ci, on est tranquille que jusqu'en juillet 2019. Bon, mais ceci dit, c'est quand même la dernière version. On veut cette dernière version. Comment faire? Alors, on pourrait la télécharger, lancer l'installation, ça devrait peut-être marcher, j'ai jamais fait. Le mieux, c'est de faire un upgrade du système qu'on a. On rentre dans Discover, vu qu'on a Discover. Sinon, on va modifier un des fichiers système. Et là, on va dans les paramètres. Voilà, on y est. Et on va dans cette... Vous voyez sur la droite, là, les trois petites lignes. Ou plutôt le petit triangle où il y a les trois petites lignes. Bah ouais, ça doit être ça, Software Source. Il veut le code, parce que là, on touche des choses sensibles. Souvent. Et là, il y a un onglet mise à jour, vu qu'on est bien en français. Sinon, ça serait update. Et au lieu de venir chercher uniquement les long term support only seulement, eh bien, on veut les évolutions, les nouvelles versions, les normales. Voilà, on dit close, ça enregistre automatiquement, on ferme. Et maintenant qu'on a ça, on ferme ça, hein, on fait apt dist upgrade, puis j'ai oublié, mais c'est évident qu'il faut sudo. Voilà. Bon, j'ai dû oublier quelque chose, pas grave. Hop, un coup de Kubuntu 18.04 tout 18.10. Entrée. Voilà, le premier lien, c'est pour nous. Plus c'est récent, hein, on voit. Voilà, puis hop, on va mettre ça sur la droite. Windows flèche à droite. Ou me tromperai-je dans la commande? Voilà, ici, for a list of application update, how to upgrade, voilà. Alors, on doit être à jour, c'est le cas, il faut que l'ordinateur soit allumé, qu'on a l'internet, qu'on a une installation, toutes les upgrades sont faites, voilà, reboot, voilà, ok, et voilà, donc ça c'est pour faire les mises à jour, et apt-get
Dist upgrade, c'est ce que j'ai fait. Donc jusque là c'était bon. Ça non, c'est pas pour nous. C'est ici. Do release. Ah voilà, le terme magique c'est do release. Puis tant mieux que j'ai gardé parce que j'aurais peut-être pas pensé au moins desktop. Shift CTRL V, entrée. Et alors là on est parti. Il va poser 2-3 questions assez rapidement. Déjà il cherche une nouvelle version, on le voit. Lecture du cache, il a téléchargé des trucs pour observer qu'effectivement il y a un décalage entre notre version installée et la version la plus aboutie possible. Il va poser 2-3 questions pour confirmer qu'on veut bien faire cette opération. Mais attention, c'est pas tout à fait comme d'habitude, c'est présenté bizarrement. Pas la première, je crois. Allez, lecture des informations. Bêta terminé. Voilà, tac. En fait, j'aurais pu lancer ça au début, parce qu'on peut travailler complètement. Voilà, première confirmation, encore une ou deux, puis hop, il est parti pour 1 heure. Voilà. Tac. Tac. On ferme en fait. Bon, ça, on ferme pour l'instant. On allège un peu notre PC. Ça, ok. Tout va bien, ça marche. On a vu un peu de MySQL. Bon, c'est vraiment un tour d'horizon. Après, maintenant qu'on a notre matériel bien positionné, on va récupérer un dernier outil qui s'appelle Puga, donc on va installer en local, et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Puis dans un ordre à peu près standard, hein, HTML, CSS. Alors il y a des tas de tutos, hein. Mon rôle là va maintenant se limiter à vous conseiller sur des tutos, mais à coup de Google, à coup de YouTube, tant qu'il marche encore. Et voilà, vous trouvez des tas de tutos, donc beaucoup, y compris en français, pour avoir les langages. Mais vous avez, vous, ici, l'installation pour expérimenter chaque chose. On voit que notre onglet dit qu'il y a une mise à jour à faire, mais on est en plein dans ce type de processus. Donc là, on ne va pas chercher plus loin. C'est sans doute lié à ce qu'on fait là maintenant. Donc voilà, il va bientôt nous reposer une dernière fois la question. Voilà, vous voyez, c'est pas tout à fait comme d'habitude. Est-ce qu'on veut le détail? Non. On veut continuer. Donc on fait un petit O et entrée. Il récupère, je sais pas quoi, mais il récupère. Et puis après, boum, c'est parti. Alors, on pourrait travailler là, hein. Donc n'hésitez pas, soit à expérimenter un truc, etc. Je vous ai conseillé PHP débutant, vous avez votre site test, vous faites-vous un point de menu, enfin, etc. Pensez surtout à vérifier que vous êtes bien dans votre dépôt, que vous pouvez pusher sur votre dépôt avec un Git, avec GitKraken ou avec le système Git qui intègre un Visual Code, hein, Shift, Ctrl, G comme Git. Et puis hop, vous faites votre commit. Et on se retrouve tout de suite à la fin de l'installation de la version Kubuntu 18.10. Quand il nous demandera de redémarrer, je redémarrerai avant. Hein, mais vous, donc, quand il vous le demande, faites votre démarrage. À tout à l'heure. Enfin, notre Kubuntu vient de finir son installation. Juste, il y a une confirmation supplémentaire à laquelle il faut répondre au entrée. Comme qu'on est d'accord qu'il continue. Et puis, donc, on ouvre la console, première chose, pour vérifier que cette mise à jour importante a bien été effectuée. Donc, je rappelle la commande lsb underscore souligné release. Moins A pour avoir all. Tous les paramètres. Donc, on est bien cette fois, voilà, Ubuntu 18.10, la version, l'autre c'était Bionic je crois, bah celle-là c'est Cosmic, on n'arrête pas le progrès. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, deuxième chose, on vérifie aussi, alors vous l'avez noté, hein, il y avait un petit correctif qui apparaissait, il fallait bel et bien éteindre et pas juste redémarrer la box ou son système pour que ça démarre, c'est-à-dire notre serveur réel. Alors, on voit notre page habituelle, notre page de travail pour l'instant, mais il faut toujours s'inquiéter de vérifier que ce n'est pas celle du cache. Donc, on fait CTRL F5 ici. Voilà, donc ça tourne, ça mouline plus longtemps que d'habitude parce que donc ça doit tout refaire et donc on voit que ça fonctionne. Donc là, on peut naviguer, il n'y a pas de problème, toutes les pages fonctionnent. Donc, notre serveur
virtuel, il se met en route tout seul. Je rappelle que là, j'ai ouvert directement le navigateur. Je ne ferme pas l'onglet, je ferme le navigateur. Et que si on arrive pour développer, on ouvre Visual Studio Code. Voilà. On le décale légèrement, mais de toute façon, il faudra recaler aussi le navigateur. On ne s'ennuie plus à taper la commande OPT lampe start. On attend juste que ici arrive le Go Live. Fermez ces pages. Voilà, je reste sur la page d'accueil. Voilà, loading, Go Live, il est là. Il y a le glow, mais il n'y a pas encore une guide, il va arriver, on ne s'inquiète pas. Toujours est-il que donc on ouvre le Go Live. Il ouvre cette page qu'on ferme immédiatement et ici on a notre page divers calcul.js. On est dans calcul.js, je clique sur accueil, j'y suis. Alors on voit qu'il y a un champ description ici depuis le début d'ailleurs, qui c'est optionnel, facultatif, on le voit ici. On peut mettre une description de la page, par exemple ici c'est la page d'accueil, donc je vais juste rajouter un haut, j'appuie juste sur le haut et j'attends de voir si effectivement ma description s'est bien mise à jour. On voit que c'est OK, donc ça y est, tout notre système est opérationnel par acquis de conscience. Donc le PHP tourne, on n'aura pas de mauvaise surprise, c'est quasi sûr. Voilà, c'est bien net, bien propre, etc. Mais le MySQL, vérifions. Juste, on le tape, MySQL, entrée, et on voit qu'on a l'invite de MariaDB qui s'apprête à recevoir nos instructions. Donc nickel, notre serveur PHP MySQL fonctionne tant en page web, en protocole HTTP, qu'en SSH, en ligne de commande, en bash. Donc, ben voilà, on quitte, c'était juste pour A, donc tout va bien, tout fonctionne impeccablement. On a bien la version 18.10, et donc voilà, bon bref, on pourrait développer, s'amuser, PHP débutant au début, puis etc. etc. Mais on va résister encore un tout petit peu puisque je vous en ai parlé. On va installer Puga, un outil qui va encore vous faciliter la vie, mais vous avez celui-là, etc. N'oubliez pas maintenant, à partir de maintenant, de ne jamais travailler dans votre dépôt. Comment vérifier que vous êtes dans votre dépôt? Vous ouvrez GitKraken hein, pour des opérations plus sensibles, plus ponctuelles, plus spécifiques. GitKraken a beaucoup plus de possibilités. On peut notamment directement faire les merge requests, les demandes de fusion aux propriétaires du dépôt. Bon, chose que sur une Git, il ne me semble pas. En ligne de commande, bien évidemment, on peut toujours. Voilà. GitKraken s'ouvre, notre système va relativement bien et on attend que le dépôt opening repo, que notre dépôt soit en ligne. On est bien dans site test, on voit que tout est à jour, c'est-à-dire autant local que réel, ici origine, c'est sur GitLab. Et puis si je veux visiter, bouton droit de la souris, on peut ici faire un pull request. Mais si on va sur Origin ici, bouton droit de la souris, on peut View Origin sur GitLab. Donc on arrive ainsi directement dans notre dépôt GitLab. On le sait, hein, nous on a cette extension de Chrome qui permet aussi d'y aller. Mais bon, voilà encore une autre solution. Mais surtout, on voit que le dépôt qu'on a, il est directement relié alors à... Et là, hop, on lit si on voit notre pseudo. Si vous êtes sur site test, vous, ici, vous ne devez pas avoir vos membres C57, mais Momo, Victor, Pierre, enfin, votre pseudo, en fait. OK? Alors, je vois que j'ai vu, en tous les cas, ici, que un des derniers commits ici, sur la branche dev, c'est add command correct de PHP-CLI. Effectivement, souvenez-vous, dans la vidéo, on n'a pas prêté attention à ça, mais pendant l'installation de PHP, j'ai eu le temps de vérifier ça. On s'en sert très très peu, mais bon, ça peut être utile. Hein, c'est donc dans les vues, dans les pages, pour l'instant c'est dans divers. Je pense que ces renseignements-là seront bien organisés dans les pages doc de c57.fr sous peu. En attendant, donc, c'est ici, puis bon, on a qu'à laisser traîner ce fichier-là dans ce divers, un fourre-tout, un dossier fourre-tout. Mais voilà, j'ai trouvé, c'est simplement, il ne fallait pas utiliser echo mais printer et surtout mettre entre simple quote l'ensemble des instructions qu'on donne. Et si je copie là, ce code-là en ligne 36 avec un CTRL-C, que je le colle en cliquant dans ma console avec un Shift CTRL-V, je fais entrer. Cette fois, on a bien ici
la réponse de PHP qui nous écrit salut. Bon, ça peut servir pour des petites manips, mais bon, on a vu, c'est tellement facile d'avoir un vrai script. Hein, on se fait un point de menu si besoin, s'il y a un peu de développement, mais sinon, on peut se permettre la fantaisie, c'est un site de travail. Donc, je suis dans l'accueil ici, et puis là, je fais directement ce que je veux. Il n'y a pas de problème, j'ai même pas besoin de faire hop, directement. On a tout ça. Je veux de l'espace, je veux pas mélanger avec ce qu'il y a déjà, je veux rien enlever non plus, par exemple. Hein, un petit trait, HR, boum, on est en HTML, puis on y va gaiement, on fait véritablement ce qu'on veut ici. Voilà. Eh bien, maintenant, on va conclure toute cette série de vidéos non spécifiques à un langage, etc., mais au système de base de développer par la pose en local pour soi-même d'un fichier, d'un petit développement qui permet de se faciliter la vie pour notamment étudier dans les tutos. Il s'appelle Puga. Je vous le présente juste dans la prochaine vidéo. À tout de suite.